ouais, voilà. Donc, je préfère te laisser commencer du coup. D'accord. Dans une minute, ça commence à lettres, c'est comme ça. Donc, je passe la parole à Karim. C'est commencé ? Oui, c'est commencé. Bienvenue à tous. Merci de nous rejoindre pour ce webinaire sur le financement des associations et des fédérations sportives. Donc, on est tous réunis là à l'Ordre des experts comptables Île-de-France pour animer ce webinaire. Alors, c'est pas moi qui vais le faire, c'est des personnes beaucoup plus qualifiées qui sont spécialisées sur ce sujet et qui vont vous présenter ces différents éléments. Moi, je vous rappelle juste que donc ce webinaire est organisé par le comité association de l'Ordre des experts comptables Île-de-France. Donc, on a la chance aujourd'hui d'accueillir Evelyne qui va nous apporter toute son expérience et ses connaissances pratiques du sujet. Et il y a deux spécialistes du comité, Bénédicte et Mariette, qui vont animer avec elle ce webinaire. On vous rappelle que vous pouvez poser toutes les questions au cours du webinaire et qu'à la fin, on prendra un temps pour y répondre. Et on vous rappelle également que ce webinaire sera disponible en replay. Suite à la fin, on vous enverra un lien suite à ce webinaire pour que vous puissiez revoir ou le diffuser. Voilà, je vous remercie de votre présence et je vous souhaite un bon webinaire. Merci beaucoup, Karim. Donc, c'est le dernier webinaire de l'année et donc la première année donc, de notre président, Karim, et grâce à qui on a pu effectivement proposer beaucoup d'activités, et en particulier le but en fait d'un des webinaires, c'est de créer en même temps un partenariat avec des nouveaux partenaires en fait pour les experts comptables, et c'est la raison pour laquelle très gentiment Mariké, qui a parmi ses clients des associations sportives et des fédérations sportives et qui était très investie aussi à la fédération de natation et de water-polo, a très gentiment invité donc Evelyne Siriégi qui se présentera, mais qui est donc présidente du comité régional olympique et sportif français, donc d'Île-de-France. Voilà. Donc, ce webinaire va durer 1h30. Donc, on va faire une présentation un petit peu générale. Donc, je me présente, Bénédicte Elba. Donc, je participe au comité association de l'Ordre des experts comptables depuis 2017. Et donc, les webinaires, en fait, moi, je ne suis pas expert comptable. Donc, j'ai un doctorat en sciences économiques et donc, je préside l'Institut de recherche et d'information sur le volontariat. Mais en fait, l'économie du sport est donc mon sujet de prédilection puisque ça a été ma thèse de doctorat en économie, donc que j'ai soutenue en 96. Et donc, je veux vous parler justement aussi des premiers travaux qui ont été réalisés en matière d'économie du sport, en particulier au niveau européen. Mariké, tu veux te présenter ? Oui, donc, bonjour à tous, Marie Coute. Je suis expert comptable et très investie dans le milieu du sport. Donc, par la suite, on va vous présenter les différents financements et subventions possibles que les associations et fédérations peuvent demander. Evelyne. Bonjour à tous, je suis Evelyne Siriégi, donc je suis présidente du comité olympique de la région Île-de-France et issue de la Fédération française de natation. Je suis également la présidente de la Conférence régionale du sport, qui est donc la déclinaison de l'ANS, associée à l'Agence nationale du sport, qui est la nouvelle gouvernance du sport qui est installée depuis 2019. Et puis, je suis également la représentante des territoires, comités régionaux et comités territoriaux, donc ultramarins, au niveau du comité national olympique français. Merci beaucoup, Mariké et Evelyne. Voilà le sommaire en fait de notre intervention. Donc on va commencer, donc je vais faire une petite introduction générale, la raison pour laquelle on a proposé donc ce webinaire sur le sport, mais en particulier sur les Jeux Olympiques, c'est parce qu'effectivement 2024 sera une année olympique avec l'organisation donc des Jeux à Paris. Je pense que tous les experts comptables parisiens, même franciliens, ont dû se rendre compte en arrivant à Paris que beaucoup de travaux ont été faits. Donc, même s'ils n'ont pas suivi la presse, ils se sont rendus compte physiquement à Paris que beaucoup de travaux, beaucoup de choses étaient faites pour accueillir donc, ces Jeux Olympiques qui ouvriront, donc, qui seront lancés en juillet prochain. Donc, quels sont les
questions qui sont posées au monde sportif et en particulier olympique, puisqu'en fait c'est un petit peu le but de ce webinaire, c'est toujours l'opposition entre sport de haut niveau et sport pour tous. Et on verra justement en quoi cette... On va juste couper, je suis désolée. Il y a un problème de micro avec votre ordinateur, les gens ne vous entendent pas bien. Est-ce que ce serait possible de vous mettre toutes les trois de ce côté-là? Parce que là, sur votre écran, les gens n'entendent pas du tout. Ils n'entendent pas du tout? Ouais, Est-ce que vous avez coupé là, je crois, non? Non, du tout. Ils ont un problème de micro avec votre ordinateur. Je suis désolée. Ils n'ont pas entendu. Donc, excusez-nous pour ce problème technique. Donc, visiblement, les... Voilà, absolument, d'accord. Alors, donc, le financement des associations et des fédérations, donc, on va traiter les choses de trois manières. Donc, une introduction générale. Donc, les Jeux olympiques ont lieu donc à Paris en juillet et août 2024. Et donc, les questions qui sont posées en cette année olympique au monde sportif, c'est l'opposition toujours entre sport de haut niveau et sport pour tous, et on verra de quelle manière c'est un impact sur le financement. Je vais évoquer, puisqu'en fait on va voir les différents échelons en fait du financement, le financement bien sûr local, régional, national, mais aussi le financement européen, et on verra en quoi justement l'effet de Bruxelles a un rôle en particulier de rôle modèle pour le sport et qui peut justement inspirer certaines fédérations pour trouver de nouveaux financements, et le rôle des experts comptables précisément dans ce financement pour accompagner les associations et les fédérations pour effectivement trouver de nouvelles stratégies financières. Et Evelyne, à chaque fois, apportera, on va faire une présentation, Mariké et moi, le cadre, en fait, le cadre idéal, et à chaque fois, Evelyne permettra de donner une illustration et en pratique concrètement ce qui est attendu du monde sportif français, puisqu'elle participe à plusieurs commissions, en particulier une commission financière qui a pour but justement de rapprocher les acteurs sportifs avec les experts comptables. Donc, on commencera par le cadre général donc, de l'économie du sport. Donc, je vais rappeler quel est le périmètre du sport et sa définition, pour savoir quels sont les différents acteurs qui interviennent aussi bien au niveau national qu'international, la vitrine médiatique qu'apportent les Jeux olympiques et qui peut effectivement inspirer de nouveaux financements aux clubs et associations, et le modèle économique en particulier d'un club sportif, où on verra justement quels sont les grands postes de ressources et aussi de dépenses. Voilà. Donc j'aborderai donc le financement européen qui est un petit peu moins connu aussi bien des experts comptables que des associations sportives et fédérations sportives, et on sait pourquoi, parce que ça peut être un peu intimidant, parce qu'effectivement la procédure n'est pas toujours simple, et Evelyne à chaque fois aussi donnera aussi son sentiment et la manière dont le monde sportif justement est un petit peu réticent parfois, par manque de connaissances, pas par manque d'envie d'y aller, mais en ne sachant pas comment prendre les choses. Et enfin, je passerai la parole bien sûr à Mariké, qui nous exposera les différents dispositifs qui existent donc de financement, aussi bien au niveau local, régional et national, avec l'Agence nationale pour le sport. Donc, quel est le cadre général? Donc, 2024, donc année olympique. Donc, une opportunité. Donc, on est à J-9 des Jeux olympiques qui seront lancés donc à Paris. Quelle est la vitrine qu'apporte justement, en particulier médiatique, et ça a une incidence aussi effectivement sur le financement, puisqu'en particulier quand on veut des financements privés, les entreprises sont extrêmement sensibles à cette couverture médiatique. Les premiers jeux RSE, donc responsabilité sociale de l'entreprise, donc tout ce qui est le problème de la pérennité, le respect effectivement de l'environnement, de normes sociales, mais aussi de gouvernance de l'histoire olympique. Des pistes nouvelles de financement pour les associations et fédérations sportives, et d'ailleurs pas seulement olympiques, mais on parlera de celle-là, puisqu'en fait, Evelyne nous expliquera que ça fait partie d'autres fédérations qui ne sont pas toutes olympiques. La nouvelle stratégie et la nouvelle gouvernance pour le sport, et quel est bien sûr le rôle des experts comptables dans ce cadre. Alors, quelles sont les questions posées au monde sportif? L'enjeu a toujours été, et qui se pose toujours en fait à une fédération en particulier, c'est de combiner le sport de compétition, le haut niveau, et le sport pour tous, donc accès de tous à la pratique
et en particulier à des publics qui n'ont pas les moyens d'avoir accès à un club sportif commercial dont les adhésions sont assez élevées. Et donc, c'est grâce aux clubs et associations sportives que la pratique s'est vraiment démocratisée en France. Donc, toujours cette opposition entre sport de compétition et sport pour tous. Tout le monde n'a pas vocation à devenir un athlète de haut niveau, mais donc, on va voir de quelle manière, effectivement, cette combinaison peut se faire. Donc, l'autre question qui est à poser, c'est le projet qui doit être original. Et en fait, il y a une concurrence qui s'exerce entre clubs ou entre fédérations, à la fois une concurrence sportive entre clubs, bien sûr, puisqu'en fait, il faut arriver au podium. Donc, c'est les 3 premières marches qui comptent, sinon les autres 4e, ça ne marche pas. Et donc, c'est en fonction aussi des médailles qu'on peut obtenir éventuellement donc, des subventions. Mais aussi, il y a une concurrence économique, c'est-à-dire qu'entre 2 clubs, quand il y a une subvention, ou bien on partage, ou bien c'est un des clubs qui va obtenir la subvention et pas l'autre. Donc, il faut bien garder en tête qu'on n'est pas dans un monde idéal et idyllique, et que la subvention publique en particulier est de plus en plus difficile à trouver, et que ou bien on partage, ou bien on est le seul à remporter. Les compétences spécifiques, donc il y a aussi une grande chose qu'il faut avoir en tête, c'est qu'il y a des compétences spécifiques, c'est-à-dire une discipline sportive qui a sa spécificité avec sa pratique et qui, par exemple, typiquement une discipline qui s'exerce en équipe ou de manière individuelle, indoor ou outdoor, etc. Mais il y a aussi toutes les compétences transversales qui sont propres en fait à toutes les associations et clubs fédérations. Et je pense au statut, enfin à tous les bénévoles statutaires, par exemple. Président, trésorier et secrétaire général, ce sont des compétences et la gestion en fait d'un club est la même, peu importe la discipline. Donc, ce sont les 2 choses en fait qu'il faut avoir bien en tête. Donc, quels sont les critères en fait, le cahier des charges pour obtenir aussi une subvention, et en particulier publique, puisqu'il y a des conventions d'objectifs qui sont signés entre les clubs et les fédérations et les ministères ou l'Agence nationale du sport. L'éducation par le sport, le fair play. Les valeurs du sport, l'esprit d'équipe, le respect de règles, les disciplines de l'entraînement, et puis la parité, la diversité donc des dirigeants sportifs, ce sont des critères effectivement qui sont à respecter. Donc on évoquera le financement du sport en fonction de plusieurs critères. Le nombre de pratiquants, évidemment, puisque forcément, quand on a une subvention publique, il faut effectivement qu'on sache qui on touche. Les médailles obtenues qui sont un plus, évidemment, en particulier, il y a des enveloppes qui sont liées uniquement aux médailles qu'on a pu obtenir. Et puis, le respect surtout des valeurs du sport. Alors, le sport, arme de soft power. Donc, 2024 est une année décisive avec une géopolitique évidemment européenne et internationale très problématique. Et on va voir aussi, pendant les Jeux Olympiques, il va y avoir aussi une exposition des États et des pays. Et les équipes représentent aussi leur pays. Donc, il y a aussi cette approche. Les JO, moyens pour les États de montrer leur force pacifiquement, et on le sait pendant la guerre froide, c'était l'opposition entre les États-Unis, le bloc occidental, et l'Union soviétique et le bloc de l'Est, et ils s'opposaient par la médaille, alors qu'aujourd'hui, l'enjeu stratégique, en particulier le pays qui a le plus investi, en particulier dans le sport, ça a été la Chine, en commençant par organiser des événements, et en se rendant compte qu'ils ont vraiment tellement bien investi, qu'ils ont vraiment raflé énormément de médailles lors des compétitions olympiques ou internationales. Les JO sont aussi un moyen de défendre des valeurs. Les sportifs doivent être irréprochables, donc le fair play, gagner dans les règles. Et le message à l'opinion internationale, comme dans les ordalies d'antan, le vainqueur fait passer un message. Donc celui qui gagne a raison. Donc il faut aussi être bien conscient de ça. Alors, l'effet Bruxelles dont vous avez peut-être entendu parler, donc c'est le cadre européen. Et en fait, l'Union européenne a beaucoup investi, et je l'évoquerai dans le programme Erasmus, donc, qui finance des projets. C'est le respect de principes fondamentaux pour assurer donc un financement pérenne dans un esprit sportif qui soit respectueux des valeurs européennes. Et donc, le fair play dans le sport n'est pas né avec l'Union européenne, elle est née aussi de l'Europe, qui était l'antichambre en fait de l'Union européenne et que j'évoquerai. Il y a une année européenne d'éducation par le sport qui a permis justement de mettre le focus sur la lutte contre la violence, puisque c'est un des fléaux du sport, contre le sexisme et les abus sexuels, contre l'homophobie aussi, contre le racisme et les discours haineux. Donc le sport est un formidable support éducatif.
Il y a aussi une charte européenne du sport. Donc, comme je vous le disais, le Conseil de l'Europe est l'antichambre de l'Union européenne. Et ce qui est très important, c'est de connaître tout ça. Un projet, quand on développe une stratégie financière pour les clubs et les fédérations sportives, il faut avoir toutes ces bases, en fait, tous ces critères en tête pour pouvoir faire la différence et savoir dans quel cadre on va proposer et déposer un projet. Le respect de 2 cadres spécifiques, en particulier à l'Union européenne, et ça c'est toujours l'effet Bruxelles, les fameuses directives, donc la lutte contre les discriminations, donc les 2 directives en 2000, la première pour l'égalité hommes-femmes et la deuxième contre la discrimination liée à la religion, à la culture, voilà, donc tout ce qui peut être matière à discrimination. Et puis la directive donc, de 2024, avec 3 critères durables: l'environnement, respect des règles contre le réchauffement climatique, et en ce moment, il y a la fameuse COP qui se tient donc à Dubaï et qui évoque précisément et qui est un petit peu critique précisément avec notre planète qui est vraiment en grand danger avec le réchauffement climatique. Les critères, donc là, les critères environnementaux, on les a, mais il y a aussi des critères sociaux, règles de droit social en particulier, et on l'a vu en particulier, la règle pour tous les gens qui participent à l'organisation des événements. Et il y a eu des cas justement très critiques qui ont été montrés lors de l'organisation de la Coupe du Monde de football, où la main-d'œuvre qui avait été recrutée n'avait pas été bien traitée. Donc tout ça, ça permet aussi de montrer qu'on respecte effectivement le droit des travailleurs, le droit des conditions de vie et de travail. Et enfin, la gouvernance. Alors, le troisième thème donc, de cette directive, la gouvernance, ça c'est un thème qui a été évoqué dans le sport depuis toujours, avec le respect des règles pour l'organisation, c'est-à-dire qu'il faut à la fois travailler en bonne intelligence avec le monde sportif, les organismes publics, et puis aussi, évidemment, les pratiquants. Et cette idée aussi qu'on travaille avec des clients, un public, mais aussi avec ses fournisseurs, et qu'en fait, tous doivent respecter ces règles. Le rôle des experts comptables, c'est le but évidemment de ce webinaire. Comment mieux accompagner les associations et fédérations sportives, mais aussi éventuellement d'autres entreprises qui seraient intéressées pour financer le sport. Donc ça peut être aussi l'expert comptable, un go-between, un intermédiaire entre des associations et des fédérations qui chercheraient de nouveaux financements. Donc on va rappeler donc, le cadre général, donc je viens de le faire. Connaître les dispositifs nationaux existants, et là je passerai la parole à Mariké, mais en fait à chaque fois, Evelyne apportera justement une illustration très pratique. Connaître les fonds européens, bien sûr. Connaître aussi des opportunités fédérales, mais en fait on a organisé des choses vraiment comme un échange, et donc à chaque fois qu'on posera les choses, on demandera à Evelyne donc d'illustrer les points qu'on a proposés. Et donc, les publics, comme je vous le disais, ce n'est pas seulement les associations et les fédérations, mais ce sont aussi les entreprises dont les dirigeants sont concernés ou intéressés par les valeurs du sport et souhaiteraient le financer. Et en particulier, notre comité association travaille avec, les experts comptables du comité association travaillent avec beaucoup d'associations évidemment, mais aussi avec des très petites entreprises, très petites ou moyennes entreprises. Et donc, c'est aussi un moyen. Et au niveau local, on sait combien ces entrepreneurs locaux sont aussi souvent des acteurs. Ils sont d'ailleurs souvent bénévoles. Ils sont au sein des conseils d'administration, des associations et des fédérations. Et en plus, ils peuvent apporter un financement local. Donc, quel est le cadre général? Donc, la définition et le cadre du sport. Donc, le sport institutionnel, d'un point de vue formel, on compte 16 millions de licences sportives en 2020, contre 2 millions en 1950. Donc, on voit comme la pratique sportive s'est développée en 70 ans, donc avec 16 millions de licenciés. 18,4 millions de licences et autres titres délivrés par les fédérations. Et là, c'était une autre quantification qui est faite. Alors, entre 16 et 18 millions, Evelyne, quel est le chiffre que tu retiendrais plus? C'est plutôt 18 millions maintenant. 18 millions, voilà, c'est ça. Les pratiquants, donc en 2020, 2 personnes sur 3 déclarent pratiquer une activité physique et sportive, soit 37 millions de Français de plus de 15 ans qui sont pratiquants sportifs. 38% de femmes et 45% de jeunes, ce qui veut dire que la pratique reste encore majoritairement masculine, mais et souvent jeune, puisqu'en fait, les moins de 15 ans, à l'école, ils sont obligés de pratiquer un sport. Donc, ça s'explique tout à fait.
Pratique plus régulière donc chez les hommes avec 71% contre 60% pour les femmes. Donc là, c'est un petit peu le profil du pratiquant moyen. Alors, donc ça, c'est le public. Et dans les clubs et associations, on compte 360 000 associations sportives en France sur 1,5 million d'associations totales. Donc, ça représente quand même une bonne partie. Et on a 3,5 millions de bénévoles sportifs sur 15 millions. Et ça, c'est un chiffre qui est effectivement très, très, très important. Alors, quel est le périmètre d'analyse du sport? Alors, déjà, effectivement, quand on monte un dossier, quand on accompagne les associations du point de vue de l'expert comptable, il faut bien savoir quel est le profil, en fait, de l'association sportive ou de la fédération sportive que l'on suit. Il y a toujours cette opposition, comme je l'ai dit, le sport pour tous, la pratique pour tous et la compétition. Est-ce qu'elle est amateur ou elle est professionnelle? Et on a eu beaucoup justement cette thématique en cette année olympique, parce que précisément, beaucoup de sportifs professionnels n'ont pas forcément, enfin, sportifs de haut niveau, ne sont pas justement forcément professionnels. Ça s'est déconnecté. C'est bon. À partir de quand ils n'ont pas suivi? Il y a 2 minutes. Ah, il y a 2 minutes, d'accord. Bon, c'est juste, je voulais rappeler donc les modalités donc, de pratique. Il faut bien savoir, quand on est expert comptable, à quel club, enfin, quel est le profil en fait du club, de la fédération à laquelle on s'adresse. Est-ce que c'est plutôt le loisir, donc la pratique pour tous, ou la compétition? Est-ce que c'est purement amateur, donc pas du tout rémunéré, ou professionnel? Et en particulier, pour se préparer à des compétitions sportives, il est évident que les sportifs de haut niveau doivent trouver des financements, et on verra que ça fait partie justement d'un des axes de l'Agence nationale pour le sport. Le mode d'organisation est effectivement très important aussi, parce qu'il y a le cadre formel qui est encadré par les acteurs publics, associatifs ou commerciaux. Et là, ce sont les chiffres qu'on a donnés, les licenciés sportifs. Mais il y a tout ce qu'on appelle la pratique libre ou sauvage. À un moment donné, on parlait de pratique sauvage, qui est le cadre informel et qui représente 41% des cas, avec des pratiques spontanées, par exemple running ou jogging pour les anciens, des parcours sportifs en ville, etc., qui se développent de plus en plus. Et il y a même des applications qu'on peut télécharger sur son smartphone et on peut aller pratiquer avec des gens qu'on ne connaît pas. Donc, il faut aussi pouvoir s'adapter à cette nouvelle pratique du sport et comment essayer de retrouver en fait ces pratiquants qui échappent finalement au club et dont elles ne peuvent pas se prévaloir pour déposer des dossiers de subvention. Cadre ou environnement, donc il y a aussi l'indoor, donc à l'école, à l'armée, à l'entreprise, donc ça c'est encore très encadré, ou outdoor, milieu naturel, dans un parc, etc. Donc tout ça, il faut bien donner le profil le plus exact en fait de ces clubs et fédérations. Et puis les motivations ou finalités, est-ce qu'on considère que le club est un lieu où on pratique et c'est tout, ou au contraire c'est un lieu d'éducation et de création et de développement du lien social? Santé, c'est évidemment un facteur de santé publique ou de bien-être, c'est tout à fait différent. Inclusion, cohésion sociale, donc c'est toujours le lien social, ou le dépassement. Donc il faut bien préciser quel est l'esprit en fait du club ou de l'association. Donc comme je vous l'ai expliqué en introduction, la vitrine médiatique évidemment des JO est extrêmement importante. Et avant, effectivement, le spectacle sportif se faisait dans les stades, donc c'était limité au nombre de personnes qui pouvaient rentrer dans les stades, alors qu'aujourd'hui, c'est l'accès avec tous les moyens de retransmission modernes. On a un accès qui est extrêmement important. Il suffit d'avoir un ordinateur ou une tablette et on se connecte. Et donc ça a une incidence énorme précisément sur le financement du sport. Et les événements sportifs les plus suivis, ce sont les événements sportifs. Et les Jeux Olympiques en font partie avec les Coupes du Monde de football. Ce sont les événements, toutes catégories, qui sont les plus suivis dans le monde. Conséquence, c'est que les sponsors sont bien sûr attirés pour capter cette audience et vendre leurs produits et services.
Alors, le soutien financier des comités d'organisation viennent précisément les chiffres qu'on entend, les budgets qui ont explosé, sont effectivement liés à cette attraction à cause de cet impact médiatique. Donc, il y a soit un soutien financier collectif, donc on finance des équipes, donc certains sponsors financent des équipes par les équipements, les entraîneurs, etc. Ou bien, il y a un soutien financier qui est individuel. Et on a vu que ça peut parfois être contradictoire, parce qu'il y a certains sportifs qui sont sponsorisés de manière individuelle et ça s'oppose au côté. Donc ça aussi, il faut le gérer. Et quand on est effectivement expert comptable, il faut bien faire attention qu'il n'y ait pas de conflit d'intérêts dans les financements et que quand un sportif est financé de manière individuelle, ça ne s'oppose pas aux sponsors de l'équipe. Donc, il faut garder toujours cet esprit aussi d'équipe et ne pas uniquement, bien sûr, les sportifs doivent financer leur vie, mais il faut aussi qu'ils soient dans une équipe et qu'ils respectent certaines choses. Donc, l'historique en Europe, donc les premiers rapports sur l'explosion des droits de retransmission, c'était plutôt dans les années 80, et ça a exactement correspondu avec l'explosion des télévisions privées en Europe, avec la première télévision privée dont le produit phare était le sport, c'était Canal+ en 84. On a eu bien sûr toutes les chaînes en Italie avec Berlusconi, et le Totocalcio s'est développé de manière maximale au moment aussi de cette télévision privée qui se développait, et bien sûr la privatisation de TF1 en 87. Alors, la genèse de l'économie du sport, je ne vais pas trop rentrer, c'est juste pour rappeler, comme je vous le disais, que le Conseil de l'Europe a été vraiment l'antichambre et qu'on avait, j'ai participé donc à un rapport sur les enjeux économiques du sport en Europe qui a été présenté à la conférence informelle des ministres des Sports en 1994, et que nous, notre typologie, on avait dit que c'était les ménages qui étaient les premiers financeurs pour la pratique et les abonnements, ensuite les collectivités locales qui étaient les principaux financeurs publics à cause des infrastructures sportives qu'elles prenaient en charge. Les États étaient régulateurs, en prenant aussi en charge tous les professeurs d'éducation sportive, puisque le sport est une discipline obligatoire. Et on s'était rendu compte que c'était dans les années 60, le général de Gaulle, qui avait été vexé de voir qu'on avait eu si peu de médailles, et qui avait dit il faut absolument redévelopper, réinsuffler un esprit sportif en France, et que là, il a commencé à être beaucoup plus actif en fait dans la pratique sportive. Et puis, en fait, les entreprises sponsors, on a l'impression que c'était elles qui finançaient le plus sport, ce qui n'est pas vrai. Elles sont extrêmement marginales dans le financement global du sport. Alors, il y a une nouvelle typologie maintenant qui est apparue et donc sur laquelle je voulais insister, juste dire que les balbutiements en fait, de l'économie du sport, ça a vraiment été dans les années 80, en fait, le Centre de travail d'économie du sport qui s'était créé à Limoges. Et donc, j'avais travaillé avec ces trois profs, Vladimir Andreev, qui était un des co-créateurs en fait, du Centre de travail d'économie du sport, Jean-François Bourg et Jean-François Nice, avec lesquels j'ai travaillé, qui sont vraiment des références en la matière. Alors, le mouvement, donc la nouvelle typologie qui est maintenant adoptée en fait en matière d'économie du sport, le premier acteur de la gouvernance au niveau national, c'est le mouvement sportif et olympique, représenté aujourd'hui par sportive nationale, puisque le sport dans le monde associatif, c'est vraiment le sport qui est le plus structuré, avec tout ce principe de club, après fédération, et donc il y a tous les échelons en fait qui sont représentés, et vraiment quand j'ai pu faire la comparaison entre le monde associatif et le monde sportif, c'était complètement différent. Le plus structuré, c'est vraiment le monde sportif. Deuxième acteur extrêmement important, ce sont les États et les ministères, et c'est pas seulement le ministère des Sports. C'est vraiment interministériel, puisqu'il y a aussi l'éducation nationale, comme je le disais, avec les profs de PS, l'enseignement supérieur avec la formation, effectivement, des profs de sport, STAPS, mais le ministère de la Défense avec le sport militaire et le fameux bataillon de Joinville. Et on sait, il y a aussi les Jeux militaires. Absolument. Donc, c'est extrêmement aussi important, il faut bien l'avoir en tête. Et souvent, des militaires sont pris en charge, du coup. Ah oui. Donc, et là, ils n'ont pas besoin de trouver de financement, puisque, en fait, c'est l'armée qui les paie. Les collectivités territoriales, donc bien sûr, comme je vous le disais, la commune qui est la plus importante puisqu'elle prend en charge les départements, les infrastructures sportives, et il y a aussi le département, et on le verra, en fait, c'est Marie-Ké qui développera ce point, et puis les régions aussi. Alors les départements, c'est plutôt tout ce qui est action sociale, mais justement tout le principe de lien social, mais aussi de santé, peut être pris en charge justement par les clubs, enfin, est important. Et les régions, c'est l'emploi et la formation. Et on verra que l'emploi et la formation est extrêmement importante aussi, et en particulier pour des habits, mais aussi pour encadrer la pratique. Enfin, le quatrième acteur extrêmement important, c'est le monde économique. Et alors, en amont, on a tous les fabricants et distributeurs de sport qui sont
des sponsors potentiels, donc des sources de financement, et puis aussi les constructeurs d'équipements sportifs. Et c'est ceux qu'on voit le plus, évidemment, dans les grandes compétitions où il y a effectivement un affichage médiatique maximal. Mais en aval, il y a bien sûr tous les médias sportifs, les agences de marketing sportif et ça se développe énormément, tout ce qui est événementiel. Et puis, on a les secteurs connexes, le tourisme, où le sport est effectivement un produit d'appel, la santé, et on avait même pensé à un moment donné que les médecins puissent prescrire des cours de sport et donc que ce soit pris en charge. Ça avance. Voilà, ça avance, mais c'est vrai que c'est important pour prévenir des tas de maladies, empêcher la sédentarité, donc c'est important. Les assurances aussi sont directement concernées parce qu'il faut effectivement assurer aussi bien les sportifs que les événements. Et on voit qu'avec le problème de la violence, ça peut effectivement être, et de la sécurité, ça peut devenir un secteur très important. Les BTP pour la construction, bien sûr, des stades. Hôtellerie et restauration, toujours. Dans les déplacements, il y a toujours ce poste. Alors, les acteurs de la gouvernance au niveau international, donc on en parle beaucoup en cette année olympique. Donc, il y a le mouvement sportif et olympique. Alors, il y a le niveau donc, régional représenté par Evelyne, le niveau national, qui est aussi active, et puis il y a le niveau international. Et c'est au moment, en fait, des événements sportifs que tu rencontres tes homologues dans les autres pays. Les acteurs publics, bien sûr. Alors, l'Union européenne, et c'est justement les fonds européens du programme Erasmus qui nous intéresseront, et le Conseil de l'Europe qui ne finance pas, mais le Conseil de l'Europe et l'antichambre permet de développer justement des concepts qu'il faut connaître pour développer un projet. Donc, avec la fameuse Charte européenne du sport qui a été actualisée en 2022. Alors, le monde économique, on l'a dit, l'industrie du spectacle sportif est la plus développée, et en particulier toutes les ligues privées et les ligues professionnelles. Et il y a un juriste association qui a été en septembre 2023, qui évoque justement tous ces sports professionnels, que ce soit le basket, que ce soit bien sûr le foot, et donc qui ont effectivement des sportifs qui sont des professionnels et plus amateurs. Les chaînes de télévision payantes, alors c'est là ça a suscité effectivement cette inflation des droits de retransmission sportive, et puis toutes les plateformes de streaming, et enfin les réseaux sociaux. Et donc en fait, tout ça fait que, et en particulier sur les réseaux sociaux, les influenceurs pourront avoir aussi une influence positive ou négative. Absolument. Donc il faut faire attention, et en particulier avec les paris sportifs, et il faut faire aussi attention à ça. Et enfin les agences de publicité, bon, tout ça effectivement fait partie d'un ensemble. Et enfin, les sites de paris sportifs en ligne, et on verra que c'est à la fois, c'est autorisé en France donc depuis 2010, et ça représente quand même un chiffre assez considérable, un budget assez considérable. Et je sais que la Française des Jeux est souvent partenaire de beaucoup d'événements. Donc, le modèle économique du sport, le poids macroéconomique. Alors, au niveau macroéconomique, c'est le budget du ministère des Sports en 2022, ça représente 987 millions, 0,3%, ce qui n'est pas énorme. L'Agence nationale du sport, 451 millions, et on verra de quelle manière c'est réparti. Mais si on valorise vraiment le sport, c'est-à-dire le sport, uniquement le côté financier et le côté extra-financier, et en particulier le bénévolat, ça représente 38 milliards. Ce qui n'est vraiment pas négligeable, et c'est grâce aux bénévoles que justement les clubs ont pu se développer. Et donc du coup, cette facette du bénévolat qui sera aussi évoquée par Marie-Ké est important justement pour développer en particulier des dossiers et des projets, puisque cette facette qui est si importante peut aussi permettre de former les bénévoles, par exemple. À un niveau microéconomique, il y a une étude donc, qui a été publiée sur les chiffres clés du sport. Le budget moyen d'un club moyen, c'est 52 700 €. Donc 84% viennent de sources privées. Et quand on parle de sources privées, ce sont les adhérents, c'est-à-dire la pratique, les pratiquants qui paient leur adhésion, mais aussi les recettes d'activité. Et 16% représentent des subventions publiques, principalement locales, donc c'est assez peu. Et voilà concrètement comment se distribue finalement ce budget. 42%, ce sont les adhésions, et ça, ce poste est de plus en plus en hausse. Donc vraiment, ça confirme finalement le rapport qu'on avait fait il y a 30 ans, en disant que c'est vraiment le financement du sport incombe d'abord aux pratiquants, donc ce sont les ménages. 26% de recettes d'activité, dont les fameux 2 événements qu'on peut organiser sans être considérés comme commercial, donc avec la buvette, etc. 16% de subventions publiques, et c'est un poste en baisse. Et alors justement, dans les subventions publiques, on verra
Marie-Ké va vraiment développer tout le niveau national et on verra qu'il y a une piste qui n'est pas encore assez développée, c'est la piste européenne, et 9% de partenariat avec les sponsors privés. Alors, sur la typologie des clubs qui a été proposée, en fait, il y a 3 profils de clubs. Il y a les clubs de proximité, qui représentent donc 66% des clubs français, 6% du poids économique, donc c'est rien, donc un budget moyen. Et on peut, je pense, penser que ces clubs reposent uniquement sur des bénévoles. Quand on a un budget aussi faible, c'est qu'on n'a pas de salariés. Club intermédiaire, là, avec 80 000, on peut se douter qu'il y a effectivement des salariés, 31% des clubs et 46%, donc pratiquement la moitié finalement des clubs sportifs sont des clubs intermédiaires avec donc ce budget de 80 000 euros. Donc ça fait à peu près, enfin ça représente un rayonnement métropolitain. Et une grande part des subventions est revenus divers, donc ils ont diversifié leur source de financement. Et enfin, les clubs phares, souvent multisports, ça représente seulement 3% des clubs et ça représente 48% donc, du poids économique total. Et là, leur budget moyen, 10 fois plus que les clubs intermédiaires et les recettes d'activité, mais là, ils ont effectivement les moyens de diversifier. Et en fait, le truc, c'est que plus on a un budget important, plus on trouve facilement des financeurs. Et donc, il y a toujours une prime finalement à celui qui a déjà un club parce que finalement, on va investir et on se dit, bah, c'est sûr. On est rassuré finalement par le budget et on ne va pas courir le risque effectivement de financer des petites structures en se disant, ce sont des amateurs, on ne sait pas de quelle manière notre argent sera utilisé. Voilà, alors juste pour terminer sur le financement européen, je voulais juste évoquer avec vous donc, le programme Erasmus+, qui est donc le programme Former et éduquer tout au long de la vie, donc financé par la Commission européenne, qui a été lancé en 87 avec le fameux programme Erasmus qui était vraiment le plus populaire et qui depuis 2013 s'intitule Erasmus+. Donc les conditions d'éligibilité sont très simples, il suffit d'être une organisation française, se déclarer sur une plateforme qui c'est assez simple, donc la Commission européenne. Et c'est exactement comme la même chose que lorsqu'on est un club, une association française et qu'on veut déposer une demande de subvention. Ce sont exactement les mêmes documents qui sont demandés, rapport d'activité, budget, compte de résultats, déclaration de la préfecture, donc la naissance, enfin la création vraiment officielle. Et donc, parfois, alors là, la seule chose, c'est qu'il y a une garantie financière qui est demandée. Si on a une subvention, alors la base, c'est 150 000 euros par an. Et donc, si c'est un budget de 3 ans, on a 450 000 euros. Et il faut associer 3 pays. Et là, c'est assez simple parce qu'en fait, il y a une plateforme EPAL où on peut faire un appel à partenaires. Et l'appel à proposition, c'est en ce moment la publication d'un guide du candidat qui fait en général 200 pages et qui permet justement de voir quelles sont les grandes priorités. Et le formulaire en ligne, c'est à partir donc, de février où on peut effectivement développer son projet. Et tout se fait, comme d'ailleurs maintenant au niveau national, de manière numérique. Alors, les stratégies et l'esprit des projets, donc les priorités transversales, c'est l'éducation, la formation, jeunesse et sport, domaine clé pour soutenir les citoyens, donc citoyenneté active, une éducation et une formation de haute qualité et inclusive, ça c'est exactement, j'ai fait un copier-coller finalement de ce qui est indiqué dans ce guide du pratiquant. 4 domaines clés pour les projets, alors soit l'éducation scolaire, par exemple, promouvoir l'esprit de fair play auprès des jeunes, voilà, ça peut typiquement être un projet qu'on peut développer. L'enseignement supérieur, par exemple, propose une certification des arbitres. On manque d'arbitres. Ce serait effectivement un moyen de proposer une certification qui soit reconnue pas seulement en France, mais en Europe. L'enseignement professionnel, y compris les stages et contrats en alternance, et par exemple la formation des bénévoles statutaires. Et quand on sait qu'un engagement bénévole, peu importe quel soit le domaine, ça peut être valorisé et permettre effectivement de développer des compétences et donc valoriser. On pourra penser une valorisation particulière pour le sport. Éducation pour adultes, par exemple, un projet pour les professionnels intervenant sur les thématiques de l'inclusion par le sport. Voilà. Enfin, de la théorie à la pratique, alors Anne, juste une suggestion, des suggestions pour Evelyne, qu'elle pourra emporter et suggérer. Pour les fameux petits clubs et associations qui ont autour de 12 000 euros de budget, donc qui ne fonctionnent qu'avec des bénévoles, je suggère de commencer par des projets de mobilité dont le budget est de 20 à 25 000 euros. Et c'est beaucoup plus simple. Et on commence en fait à rencontrer
des collègues dans d'autres pays, il suffit de 3 pays, et là, on peut réfléchir à la deuxième phase, et là, moi, je suggère plutôt pour les clubs et associations intermédiaires, où ce sont des partenariats stratégiques, et là, les montants sont 150 000 € par an, et donc jusqu'à 450 000 € pour un projet de 3 ans. C'est plutôt aussi club phare ou intermédiaire, et typiquement, donc il suffit de trouver 3 pays sur des programmes de formation et d'éducation. Et là, on peut vraiment commencer à travailler et suggérer, par exemple, une formation, par exemple, une valorisation, justement, d'un parcours de sportif de haut niveau. Ça pourrait être aussi un moyen. Ou bien, effectivement, les arbitres, comme je le suggérais. Et enfin, les clubs et associations phares. Alors là, ils peuvent se lancer avec un montant de budget de 900 000 € et se lancer directement dans un autre dispositif européen qui s'appelle les centres d'excellence et dont le budget est de 5 millions. Et là, typiquement, ce serait l'INSEP qui pourrait se lancer dans cette bataille. Alors, justement, avant de terminer sur le financement européen et passer la parole à Mariké, Evelyne, tu me disais que les financements européens n'étaient pas tellement utilisés. Oui, ce n'est pas tellement utilisé parce que nous, dans un contexte de bénévolat, on a peu de moyens, j'allais dire, de pouvoir déjà avoir du temps, parce que gérer un club, c'est quelque chose d'important et qui prend du temps. Et plus le club est petit, plus ça prend du temps, en fait. C'est pour ça qu'on a des difficultés à faire grandir les petits, parce que les bénévoles n'ont pas la compétence au départ, n'est pas aidé parce qu'il y a peu de salariés, voire pas du tout de salariés. Donc, en fait, les financements européens, c'est quelque chose qui est réservé finalement à des grands clubs qui ont les moyens d'avoir du personnel, les moyens de faire des recherches et les moyens, j'allais dire, de pouvoir déposer des projets. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui n'est pas du tout facile à gérer, et on n'a que quelques grands clubs qui peuvent y participer, malheureusement, parce qu'il y a beaucoup de financement. Ouais. Et on regrette beaucoup d'avoir ce manque de compétences et ce manque de temps pour déposer ces dossiers. Et tu penses à des fédérations qui ont proposé justement qui ont eu accès non, à des en fait, même les fédérations ne proposent pas tellement de formation d'ailleurs pour former leur propre club, parce que nous, on a une structuration effectivement très organisée. C'est la fédération qui, elle, j'allais dire, est très à l'écoute de ces ligues, de ces comités départementaux et de ces clubs, puisque depuis la nouvelle gouvernance partagée, c'est elle qui récupère toute la manne financière de sa fédération, donc pour tout son sport, et elle redistribue ensuite selon ses propres critères. C'est important aussi à entendre, parce que je veux dire que chaque fédération organise sa distribution financière là où elle l'entend. Donc ça veut dire que tout le monde doit être en ordre de marche pour avoir des financements de sa fédération. Si un club ou un comité départemental n'est pas dans la lignée de l'organisation de sa fédération, il n'y aura pas de financement, ou même pas par l'État, disons, parce que c'est l'ANS. L'ANS, c'est l'Agence nationale du sport, qui donc distribue une manne financière à la fédération, qui ensuite le redistribue. Mais il faut encore une fois être dans la lignée, sinon on passe ces subventions-là. Donc, tout ça pour dire que les financements européens ne sont pas, j'allais dire, une promotion faite par les fédérations. Parce que ils ne savent pas comment prendre les choses. Ça ne leur parle pas encore. Alors, il y a quelques-uns qui s'en sont sortis, mais trop peu par rapport au financement qui est proposé. D'accord, très bien. C'est important. C'est peut-être là aussi, on a peut-être un travail à faire en commun. En collaboration. Oui, en collaboration, tout à fait. Parce qu'on a animé plusieurs, et en particulier la journée du monde associatif de juillet, a proposé une table ronde et un atelier sur les fonds européens. Et ça revient systématiquement. Les experts comptables ont besoin aussi, effectivement, de se lancer. Et donc, avec les fédérations sportives, ce sera un bon moyen de se lancer ensemble. Voilà. Donc, je vais passer maintenant la parole à Mariké. Donc, tu vas te mettre au milieu. Je pense que tu vas là-dessus. Donc, nous allons voir les différents modes de financement possibles à 3 niveaux, au niveau local, régional et au niveau national. Alors, tout d'abord, on va faire un petit panorama des intervenants dans les associations. Alors, dans l'association, ça va dépendre de sa taille et de sa structure et de sa gouvernance. Donc, par contre, on a toujours un trésorier, un bénévole qui s'occupe des finances, avec plus ou moins de compétences. Dans certaines associations, c'est la personne qu'on a trouvée. Dans d'autres, c'est un comptable de métier. Chacun vient un peu avec son envie de participer à la vie de l'association et plus ou moins ses compétences. Dans les associations qui sont structurées, on peut avoir un comptable ou un directeur financier. Dans les plus grandes associations, donc un salarié, quelqu'un qui est rémunéré pour s'occuper des finances. Dans d'autres associations, on peut avoir un expert comptable qui lui, va pouvoir avoir des missions de conseil auprès de l'association
et de tenue des comptes. Et en fonction des seuils, on peut avoir un commissaire aux comptes en fonction du seuil de subvention ou des seuils de salariés ou de totaux de bilan. Donc, en fait, tous ces acteurs-là peuvent travailler ensemble quand il y a une commission financière, quand les associations sont suffisamment structurées et que les acteurs, enfin que le président met les finances au sein de ses principales préoccupations. Donc, en fait, l'expert comptable, quand il va arriver dans les associations, va avoir plus ou moins ces interlocuteurs-là. Il faudra s'adapter à chaque type d'association. Alors, quand une association nous demande de l'aider pour faire une demande de financement, on est très content, mais on ne sait pas forcément par quel bout s'y prendre. Donc, je vais vous présenter une petite méthodologie de la demande de subvention de manière assez pragmatique pour savoir comment s'y prendre. Donc, quand on fait une demande de subvention, comme l'a dit Bénédicte, il y a des thèmes et il faut se mettre dans les lignées des fédérations. Donc, il faut toujours avoir à l'esprit les thèmes clés. Donc, les thèmes clés, ça va être les personnes en situation de handicap, les habitants des nouveaux quartiers prioritaires de la ville, ce qu'on appelle les QPV, les populations en zone rurale fragilisées, les femmes et les jeunes filles et adolescentes des quartiers prioritaires, les jeunes scolarités et les seniors. Donc, une fois qu'on sait quelles deux populations on va toucher, on peut voir quelles sont les natures de subventions. Donc, il faut faire très attention au respect des calendriers, parce que si on rate la date, eh ben, on ne peut plus être candidat à la subvention. Pour pouvoir faire la subvention, il faut y être éligible, donc il faut que l'association soit déclarée en préfecture. Il faut être à jour administrativement de ses assemblées générales, de sa nomination, des administrateurs, parce qu'il va falloir donner la liste des gens concernés. Donc, si on n'a pas un dossier administratif à jour, ça ne va pas être possible, ça va bloquer. Et il faut répondre à un caractère d'intérêt général. De manière très pratique, les réponses se font tout en digital via le compte ASSO. Donc, il faut que l'association elle s'ouvre un compte ASSO en ligne. Et la demande de subvention va se faire à partir d'un CERFA qui s'appelle le dossier COSA. Donc, dans le dossier, il va y avoir la nature de la demande, l'identification de l'association, ses relations avec l'administration, si elle a des agréments, son organisation, son nombre de bénévoles, si elle est liée à d'autres associations, si elle a des filiales, enfin toute son organisation. On va demander quels sont ses moyens humains, le nombre de bénévoles, le nombre de salariés, éventuellement les 5 plus grosses rémunérations pour les grandes associations, son budget, sa demande d'équipement, la nature du projet, et il y aura un certain nombre de pièces à joindre, dont le contrat d'engagement républicain. Et la pièce la plus importante, c'est le RIB, pour qu'on puisse avoir la subvention versée. Donc ensuite, en fonction de la subvention demandée, il va falloir monter un budget. Donc le budget, il est normé dans le CERFA, donc il faut remplir les cases. Alors des fois, ça ne correspond pas tout à fait, mais il n'y a pas le choix, il faut y passer, il faut tout rentrer dedans. Et il faut avoir à l'esprit qu'on va devoir justifier de l'utilisation des fonds qui sont versés et qu'il y aura un compte-rendu d'activité à faire. Donc, il faut être précis dans les chiffres en sachant qu'après, il faudra tout justifier. Donc, les subventions, on peut les demander par 2 canaux différents. Tout ce qui est le territoire, donc au niveau du territoire local, départemental, régional ou national, et par la filière de la jeunesse et sport, donc l'Agence nationale du sport, l'ANS, qui était anciennement le CNDS. C'est ça. Je vais peut-être reprendre un petit peu pour bien concrétiser ce que vient de dire Marie-Ké, parce que c'est vrai que à l'heure d'aujourd'hui, au niveau des subventions, c'est pour les dirigeants quelque chose de compliqué, parce qu'on n'a pas toujours les moyens de bien répondre aux cases comme ça vient d'être précisé. Pourquoi? Parce que effectivement, ce sont des bénévoles et comme ça a été précisé, on n'a pas toujours des gens compétents qui prennent des postes parce que voilà, on est bénévole et un engagement d'une Olympiade de 4 ans, c'est beaucoup d'investissements et les personnes qui sont à la trésorerie ne sont pas forcément des gens
qui sont très compétents. Ce qui fait qu'on se retrouve avec les demandes de salariés qui n'est pas toujours évidente non plus, puisque les salariés, évidemment, il faut avoir un budget et donc aller chercher des subventions. Donc finalement, à un moment donné, on tourne en rond de manière à pouvoir récupérer des financements pour pouvoir un salarié qui va être compétent et qui va aider la trésorerie finalement à grandir. Donc moi j'attire l'attention des experts comptables en disant qu'on doit arriver, et c'est vraiment le sentiment que j'ai depuis des années que je suis dirigeante, à s'apprivoiser entre nous, c'est-à-dire qu'on a besoin des experts comptables pour pouvoir progresser en compétences et du coup pouvoir donner des indications, d'aller rechercher des subventions, parce qu'on est au courant des subventions, sauf qu'on ne sait pas forcément comment bien les remplir, comment bien parce qu'il y a quand même un certain langage à avoir qu'on n'a pas, et c'est vrai que c'est très compliqué pour nous. Donc je crois que c'est quelque chose sur lequel on est extrêmement attentif. Et moi, je prône pour que dans chaque club, même des petits clubs, il y ait plusieurs personnes qui s'occupent de la trésorerie. On ne peut pas laisser un trésorier, voire un trésorier adjoint parfois, qui donne un coup de main, à gérer uniquement cette partie-là, qui d'abord est très sensible, hein, parce qu'on est très contrôlé, et on a quand même quelques dérives aussi de dirigeants, faut le dire. Donc on a besoin d'être très au courant. Et dans chaque conseil d'administration, voire chaque bureau, puisqu'on a régulièrement des séances à tenir, on doit avoir ce point-là, et il faut l'exiger dans tous les clubs, et c'est ce qu'on essaie de mettre en place, de manière à ce que tout le monde soit bien au courant de l'évolution des financements qu'on a, là où il y a des dangers, là où on peut aller plus loin, quand on a des subventions qui n'ont pas été complètement, utilisées. On a des fonds dédiés qu'on ne peut pas mettre n'importe où. Les fonds dédiés, ils sont figés sur une action ou plus d'actions. Voilà, on ne peut pas faire n'importe quoi. Donc, du coup, tout ça, ça doit être mis en place. Et les experts comptables, pour nous, sont des gens qui sont un peu extérieurs au monde du sport. Et moi, je prône pour que les experts comptables qui m'entendent rentrent complètement dans la dynamique, s'impose un peu, parce qu'il y a des gens qui vont dire bon c'est là, ils vont regarder les comptes, mais il faut à un moment donné que vous soyez force de proposition pour nous aider à vous accepter, j'allais dire, dans un monde qui est un peu un petit monde, hein, finalement on est en petit réseau, et je pense que c'est important que vous entendiez qu'on vous attend, et on serait très très heureux de pouvoir mieux collaborer, parce que votre compétence est extrêmement importante pour nous, pour mieux diriger, j'allais dire, une maison qui est très visible. Un club, c'est quelque chose d'important, parce que les politiques regardent de ce club, donnent des financements, mais encore une fois, plus il y a de transparence, plus on sera aidé. Je pense que c'est là où on a besoin d'avoir un mariage, j'allais dire, entre les experts comptables et ne pas avoir que des gens qui contrôlent, mais des gens qui nous aident. Et même s'ils ne sont pas dans la gouvernance politique, ils doivent pouvoir nous dire, là, ce serait bien que vous puissiez faire ceci, faire cela, orienter, conseiller, de manière à ce que nous, derrière, on puisse le proposer en conseil d'administration et le faire voter derrière. Donc maintenant, on va voir quels sont les différents types de dispositifs à chaque niveau géographique. Donc au niveau local, il n'y a qu'une seule filière, il n'y a pas la filière territoriale et la filière sportive. Là, c'est ce qu'il y a de plus simple en fait. Il faut aller voir sa mairie, sa communauté de communes ou son agglo. Enfin, l'interlocuteur, c'est la mairie, c'est l'adjoint au sport. Et on ne peut pas vous donner de recette magique, puisque chaque ville aura sa propre manière de fonctionner. Là, il n'y a rien d'uniforme. Par contre, il ne faut pas avoir peur d'aller frapper à la bonne porte, et c'est à force de demander qu'on pourra obtenir une subvention. Il ne faut pas se vexer parce qu'on a obtenu un non, c'est qu'on a été mal compris. Alors ensuite, à l'échelon supérieur, au niveau départemental. Donc, au niveau départemental, là, on a bien les deux filières. Au niveau des fédérations, on peut voir ce qui se passe au niveau du comité départemental. Donc là, chacun va voir dans son sport quelle est la politique du comité départemental et quels sont les différents appels à projets. Et puis là aussi, il ne faut pas avoir peur d'aller poser des questions et de remplir des fiches d'action, des budgets en fonction de ce que va demander le comité départemental. Là, c'est pareil, rien n'est normé. Au niveau des territoires, donc, il y a le conseil départemental. Donc là, c'est un peu plus structuré.
En général, ce sont des politiques vers le sport pour tous, le sport de masse, en fonction du nombre de licenciés. Donc, il est important de bien licencier tous les adhérents des clubs de manière à avoir plus de poids dans les demandes de subventions. Alors, au niveau départemental et même dans les clubs, il faut bien entendre qu'ils ont une politique à avoir qui, effectivement, a un double rayonnement, un rayonnement qui soit fédéral, puisque tout club et tout comité départemental dépend, j'allais dire, d'une fédération, hein, c'est bien structuré dans le monde sportif, mais il y a aussi les politiques à côté qui demandent qu'on puisse faire des actions, des activités, voilà, animer j'allais dire, la commune ou animer le département par des actions. Donc, en fait, il y a deux entités à laquelle on doit répondre et on a forcément des subventions qui viennent des deux entités. Donc, l'idée, c'est d'avoir justement ce mariage entre les subventions qui viennent de la fédération et il faut répondre pour aller dans une progression un petit peu logique de compétition, on va dire. Encore une fois, les clubs sont encore bien ouverts maintenant, de plus en plus, hein, on l'a rappelé tout à l'heure, pour la santé, pour la convivialité, c'est quand même un espace de vie maintenant qui reste un des derniers maillons forts, j'allais dire, de la rencontre entre des personnes autour de quelque chose qui est, j'allais dire, accessible à tous. Mais encore une fois, on a aussi des demandes politiques qui sont fortes, que ce soit au niveau départemental, voire au-dessus, et sur lesquelles on doit aussi répondre. Donc, les clubs et les comités départementaux de sport répondent à leur fédération, mais répondent aussi aux politiques qui les entourent. Et donc, pour ça, on a des doubles subventions. Et encore une fois, il faut qu'on arrive à marier tout ça. Et ce n'est pas aussi simple que ça, parce que c'est dans la même trésorerie, avec comment dire, des réponses qui sont à apporter en fonction des subventions qui sont données. Et plus on se rapproche de ces personnes qui nous donnent des subventions, notamment les politiques, c'est-à-dire le local, plus on sera aidé, soutenu et plus on grandira. Donc c'est ça aussi qu'on doit bien entendre, c'est-à-dire que le club, c'est un maillon fort d'une commune et un maillon fort dans un comité départemental également. Et pour le comité départemental, quel genre de subventions vous recevez en particulier? Alors, on a des subventions pour faire des actions qui répondent à la politique du comité départemental ou de la commune. C'est ça. En fait, les subventions, elles sont. Alors, il y a les distributions des créneaux, c'est pareil, il y a aussi les créneaux qui sont très importants pour pouvoir pratiquer. Il faut des équipements. Et encore une fois, l'Île-de-France, c'est la dernière région au niveau des équipements. Donc, ça, c'est aussi quelque chose d'important. Grâce aux Jeux Olympiques, ça va pouvoir se développer. Oui, ça s'améliore, mais ce n'est pas encore gagné. Mais là, c'est des subventions qui nous sont octroyées notamment par les collectivités territoriales. Hein. L'État, bien sûr, les collectivités territoriales, c'est vraiment les deux grands pourvoyeurs pour les équipements sportifs. Mais c'est la progression et c'est l'enjeu de pouvoir avoir plus de subventions parce que plus on aura de créneaux, plus il y aura de public accepté, donc de cotisants. Voilà, du coup, c'est un enjeu. Donc, on est tous un petit peu liés et le club, il est un peu pris entre plusieurs, le club ou la petite structure, il est pris un peu dans un étau, elle doit répondre un peu aux fédérations qui, elles, visent surtout les compétitions. Voilà, peut-être trop, mais en fait, c'est leur marque de fabrique. Mais il ne faut pas oublier les clubs qui sont là pour, j'allais dire, répondre à du sport pour tous et toutes et qui va permettre, pour ceux qui seront en potentialité sportive, d'aller plus loin, mais ceux qui voudront faire que du sport plaisir, loisir, convivialité, santé, ils peuvent faire que ça. Et on a des clubs qui ne font que ça. Donc, eux, ils ont plus de difficultés à avoir des aides financières de la fédération parce qu'ils n'ont pas de résultats sportifs et qu'ils ne sont pas engagés dans la compétition. Voilà, donc il faut arriver à comprendre tout ça. Et moi, je pense que les équipes comptables doivent bien entendre qu'ils doivent s'approprier la physionomie de leur club. C'est-à-dire que là, quand on est dans une structure, il faut savoir quelle est la physionomie, quel est l'objectif porté par ce club ou par cette ligue, ou par ce niveau de structuration où il se trouve, parce que derrière ça, les financements ne sont pas les mêmes, les aides ne sont pas les mêmes, les orientations ne sont pas les mêmes. C'est pour ça que, encore une fois, moi je souhaite qu'on soit beaucoup plus proches les uns des autres, de manière à ce que les experts comptables rentrent sans faire partie de la politique du club ou de la structure, mais entrent bien et comprennent bien ce que c'est que la recherche de ce club, parce qu'il y a des clubs qui vivent très bien avec sans compétition, en fait, parce qu'ils font énormément de l'intergénérationnel et ils prennent les tout petits, hein, de 4 mois pour la natation jusqu'à 90, 100 ans, voilà. Donc, et ils vivent très bien parce qu'ils ont beaucoup d'adhérents, ils sont très reconnus par leur voilà, et ils n'ont pas de compétition. Donc, il faut savoir que on a plusieurs formules et les experts comptables, rien n'est pareil en fait. Il faut vraiment qu'ils rentrent dans la structure, dire quelle est votre politique, quelle est votre recherche, quel est votre public. C'est peut-être ça aussi qui manque et c'est pour ça que je dis encore une fois, rapprochons-nous pour mieux grandir ensemble.
Alors, ensuite, au niveau régional, donc là, on a toujours pareil les deux filières. Au niveau du monde du sport, on a les ligues régionales ou comité régional, ça dépend des fédérations. Les appellations ne sont pas toujours les mêmes, mais il faut que tout le monde puisse s'y retrouver. Et par contre, au niveau de l'État, il y a le Conseil régional d'Île-de-France. Donc, comme on l'a déjà vu dans les comités départementaux, au niveau des ligues régionales ou des comités régionaux, ben, chaque sport a ses propres dispositifs et son mode de fonctionnement. Donc ça, il faut se rapprocher de son comité pour voir quelles sont les différentes subventions possibles. Par contre, au niveau du conseil régional, là, on a toute une palette de dispositifs au niveau du sport et des loisirs. Donc, il y a différents thèmes et différents appels à projets en ce moment. Donc, on vous les a listés. Il y a l'appel Objectif Haute Performance 2024. Donc, ça, c'est une aide individuelle pour les sportifs de haut niveau franciliens qu'on peut demander jusqu'au 31 décembre 2024. Il y a l'Île-de-France, terre d'excellence sportive pour l'international. Donc, ça, c'est lié aux Jeux Olympiques. Il y a, alors ça, c'est pas du financier, mais ça peut être intéressant, c'est la rencontre avec les ambassadrices et les ambassadeurs du sport de la région Île-de-France. Ça permet de créer du lien entre les sportifs de haut niveau et les pratiquants. Il y a Innov Sport et événements durables. Donc là, on s'engage un peu plus dans la responsabilité sociétale. Il y a un soutien pour les événements sportifs. Après, il y a des aides aux équipements sportifs d'intérêt général ou de proximité. Donc, tous ces appels-là sont éligibles aux associations et il faut regarder comment on peut s'intégrer par rapport à la politique et au projet du club. Dans les équipements sportifs, il y a aussi les terrains synthétiques des grands jeux. Il y a la rénovation énergétique. Donc, on voit bien que ce sont des thèmes sociétaux qui sont déclinés dans le sport, puisque l'énergie, tout le monde doit y faire attention. Il y a l'aide à l'achat d'équipements sportifs en faveur des personnes en situation de handicap. Donc là, on retrouve bien nos publics visés qu'on avait vus précédemment. Il y a le plan sport oxygène qui est un soutien aux événements sportifs santé et bien-être. Donc là, on vise le public de la santé. Il y a le soutien au développement de la pratique sportive pour tous, la formation. Donc, comme l'expliquait Bénédicte, au niveau régional, on a un volet formation. Il y a pour les bases de loisirs, les tickets loisirs. Alors là, il y a une campagne qui est finie bientôt, le 20 décembre, et ça reprend en février 2024. Pour les clubs, l'Île-de-France aide les clubs d'excellence. Et pour l'apprentissage de la natation, ce qui fait partie de l'éducation et des problèmes de noyade l'été, il y a un plan de développement de bassins d'apprentissage mobile que la Ligue d'Île-de-France de natation a mis en place et participé, puisqu'il y a 2 bassins mobiles à Clichy et dans le 92. À Châtenay. Châtenay-Malabry. Oui, moi je veux bien rebondir sur le niveau régional de chez nous, qui est un petit peu particulier, qui donne une grande vision de l'aide qu'il peut apporter, puisque cette région aide du club à la fédération, ce qui n'est pas forcément l'obédience d'un niveau régional qui normalement devrait soutenir les ligues et les comités régionaux. Là, on a vraiment un accueil financier qui est très très large et qui permet, j'allais dire, d'avoir une visibilité importante pour chaque sport. Alors, il faut savoir aussi que dans notre structuration, on a plusieurs collèges de fédérations. On a les fédérations olympiques qui, elles, sont très en vogue, très en vue. Effectivement, elles ont un horaire supérieur, elles ont des financements supérieurs, un accompagnement bien supérieur. On a des fédérations donc olympiques, des fédérations non olympiques, mais unisports, comme par exemple la course en natation ou le toiling bâton, voilà des choses qui sont unisports, mais qui ne sont pas olympiques, ça c'est important. Et puis on a des fédérations qui sont affinitaires au multisport, comme la FSCF, Fédération sportive éclairdage de France, la FSGT, Fédération de gymnastique du travail. Bon.
voilà, toutes ces fédérations-là qui font plusieurs sports, mais qui ne sont pas olympiques, mais qui font plusieurs sports, et qui ont en général une obédience soit religieuse, soit politique, un peu plus marquée, mais qui sont quand même très ouvertes à tout public et à un certain nombre de personnes s'y retrouvent. Et puis, le dernier collège, c'est les fédérations scolaires et universitaires. Donc, tout ce petit monde-là n'a pas du tout la même reconnaissance, les mêmes soutiens, les mêmes aides. Et j'en reviens encore une fois à dire, quand on rentre dans une structure, il faut connaître la structure, il faut connaître quelle est la politique de cette structure de manière à pouvoir aller chercher des subventions dans le domaine qui va correspondre à la politique de la structure dans laquelle on se trouve. C'est ça qui est important. Et ce n'est pas forcément connu parce qu'un expert comptable qui arrive, il dit, bon voilà, c'est un club, c'est un club. Non, c'est un club qui a une personnalité dans la mesure où il a une qualification, une histoire, c'est ça. Et c'est vraiment là-dessus que moi, je suis très, très sensible et je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui parce que, encore une fois, on n'est peut-être pas assez, on s'est peut-être pas assez non plus de ce qu'on faisait, mais moi je vous invite à poser des questions, peut-être vous faire inviter à un conseil d'administration pour que vous puissiez appréhender mieux les personnes qui sont autour de la table et ceux qui dirigent plus que d'autres. Enfin, voilà. Je crois qu'il y a toute une connaissance à avoir, même quand vous êtes invité, si vous ne prenez pas la parole, mais vous allez voir un petit peu comment les gens se positionnent et à partir de là, vous pourrez être mieux, j'allais dire, force de proposition pour orienter et aider, j'allais dire, au développement de la structure dans laquelle vous êtes positionné. Alors, au niveau national, il y a deux angles d'approche au niveau national. Il y a les demandes que vont pouvoir faire les associations, les clubs sportifs directement, et après, on verra les demandes que peuvent faire les fédérations au niveau de l'ANS ou du ministère. Alors, pour les associations, il y a un volet emploi, j'apprends à nager, aisance aquatique, savoir rouler à vélo. Il y a un aide au projet sur la pratique féminine, les jeunes, le parasport, la formation des bénévoles. On retrouve toujours nos thèmes conducteurs, donc il faut vraiment les avoir à l'esprit quand on fait des demandes de subventions. Il y a un appel à projet national Impact 2024, un fonds de soutien à la production audiovisuelle. Donc ça c'est pareil, c'est dans l'air du temps, c'est des thèmes transversaux qui sont déclinés pour le sport. Il y a l'accession au haut niveau, donc là c'est pour le développement des clubs et des athlètes. Il y a tout le volet équipement aussi qui a été mis en lumière par les Jeux Olympiques. Donc, il y a un dispositif équipement matériel lourd, c'est les équipements sportifs en faveur des personnes en situation de handicap. Et il y a le plan 5000 terrains de sport pour le sport de proximité. Et il y a un volet tripartite entre Paris 2024, l'État et les collectivités territoriales où les associations peuvent demander des financements. Alors, au niveau national, donc moi je reprends juste la première ligne au niveau des emplois, j'apprends à nager, aisance aquatique, savoir rouler à vélo, sont des compétences qui sont indispensables qu'on doit donner notamment à la jeunesse. On leur apprend à l'école à lire, compter, écrire, mais je crois qu'on a rajouté deux compétences importantes. C'est justement au moins ne pas éviter les noyades, hein, comme on a encore malheureusement trop souvent. Et puis maintenant qu'on développe, j'allais dire, le développement de savoir rouler à vélo, pardon, c'est vrai qu'on a besoin aussi d'une sécurité pour que nos jeunes soient en sécurité. Donc, c'est deux compétences qu'on a vraiment pris en compte. Et du coup, c'est développé maintenant au niveau régional, c'est-à-dire qu'on a la direction régionale jeunesse et sport de l'Île-de-France, à la DRAGES, qui est donc basée dans le 13e arrondissement rue Audinet, et qui a des fonds très importants sur ces thématiques-là pour engager les structurations donc régionales, départementales et clubs à aller dans ces fonds-là qui sont non fongibles. Donc, il faut être très attentif parce que les fonds sont importants et parfois, les actions ne sont pas aussi faciles à mettre en place. Donc, du coup, on se retrouve avec beaucoup de fonds dédiés et il faut aider justement à ce que ces fonds dédiés soient, j'allais dire, utilisés. Oui, donc, encore une fois. Et quand ils ne sont pas utilisés, ils sont remis dans le pot. Ils sont remis dans. Oui, alors, soit on les redonne, soit ils nous laissent la possibilité de le faire. De les aider l'année d'après. Sauf que l'après, on ne peut pas redemander si on a encore des fonds dédiés. Donc, du coup, l'idée, c'est quand même que s'il y a des fonds sur ces thématiques-là, c'est qu'il faut y aller. Donc, il faut écouter aussi. Parce que ça, c'est quand même des fonds d'État, puisque la DRAGES, c'est le niveau régional du ministère des Sports. Hein, donc, c'est des fonds d'État. Et donc, c'est important aussi d'orienter
les clubs qui ont des fonds dédiés et qui restent là en stationnement. Et on a souvent ce reproche, nous, au niveau du monde sportif, d'avoir trop de fonds dédiés. Alors, c'est un petit peu l'inquiétude des dirigeants, c'est de se retrouver sans financement, sans trésorerie, surtout quand les subventions arrivent tard. Et donc, il faut qu'on démarre à vivre les actions dès le 1er janvier pour les subventions, le temps qu'on fasse les demandes, le temps que ce soit étudié et tout ça. On arrive parfois à la mi-année, on arrive à l'été. Sauf qu'il faut vivre les 6 premiers mois. Et si on n'a rien fait les 6 premiers mois, on se retrouve à tout faire en deuxième partie de l'année. Donc, il faut arriver à gérer tout ça. Il faut nous aider à justement anticiper les subventions qui vont arriver tard. Il faut de la trésorerie, mais il faut quand même manger l'argent. Donc voilà, c'est tout ce travail-là qui n'est pas simple à gérer quand on n'est pas des spécialistes et des compétents. Et encore une fois, on a vraiment besoin d'avoir ce travail de relation beaucoup plus proche qu'on a jusqu'ici avec les experts comptables qui sont dans nos structures. Dès en amont, en fait. Tout à fait. Alors, il y a une petite précision, parce que pour nous, c'est évident, mais peut-être pas pour tout le monde. Les dispositifs J'apprends à nager et aisance aquatique, ce n'est pas forcément destiné qu'aux clubs de natation et de triathlon. Toutes les disciplines peuvent monter des projets de J'apprends à nager et d'aisance aquatique. Et pareil, le savoir rouler à vélo, ce n'est pas lié au club de cyclisme et de triathlon, c'est pour tout le monde aussi. C'est vrai. C'est vrai. Il faut le préciser. C'est vrai, c'est bien de le préciser. Bon, pour le J'apprends à nager et l'aisance aquatique, il faut quand même accès à un bassin. Oui, et puis il y a quand même il y a une référence importante, c'est que pour l'aisance aquatique et J'apprends à nager, il y a 18 fédérations qui ont la natation dans leur propre secteur. Alors, je parle au scolaire, par exemple, toutes les fédérations scolaires, elles ont forcément de la natation. Les militaires, c'est pareil, elles ont de la natation, puisqu'elles sont multisports, elles ont de la natation. Et puis après, on a les fédérations qui sont j'allais dire, alors unisport, mais c'est surtout la fédération de natation, la fédération de triathlon qui sont, elles, olympiques. Et disons qu'on privilégie quand même ces fédérations-là pour avoir des fonds d'aisance aquatique J'apprends à nager. Mais comme je vous dis, il y a des fonds assez importants et on arrive à donner du J'apprends à nager à des... Il y a le judo qu'on a eu. Du judo qu'on a eu, le rugby, il y en a eu. Alors, moi, j'étais un peu inquiète parce que comme je suis de la fédération de natation, j'étais quand même un peu inquiète, je vous dis franchement. Mais j'ai quand même été attentive parce que finalement, par exemple, la fédération de rugby, elle a réussi à capter des jeunes des quartiers populaires grâce à eux, parce qu'ils allaient là-bas et que c'était, évidemment, ce n'était pas eux qui faisaient les cours, parce que les entraîneurs de rugby ne savent pas forcément donner enseigner la natation. Voilà. Mais par ailleurs, ils avaient la possibilité de capter des jeunes qui aimaient le rugby, mais qui ne savaient pas nager et sur lesquels on voulait vraiment attirer l'attention de plus avoir de noyades. Si on pouvait avoir 0 noyade, c'est vers ce... Donc, on a accepté ça. Mais parce que moi, j'ai compris aussi qu'ils avaient la possibilité de capter un public que nous n'aurions pas capté. Voilà. Donc, c'est pour ça que Marie a raison de répondre que c'est ouvert à tous. Et il faut engager donc toute fédération à demander des subventions parce qu'on a toujours des fonds qui nous restent au niveau de la distribution. Donc, et quand on passe le concours de professeur des écoles, c'est une matière obligatoire. Oui, c'est vrai. Alors, maintenant, au niveau national, pour les fédérations, donc il y a eu des contrats de développement signés entre les fédérations et le ministère des Sports entre 2021 et 2024. Donc, c'est quasiment fini, il n'y a plus de fonds, il n'y a plus d'appel à subventions. Mais par contre, pour les fédérations de sport d'hiver, c'est un peu décalé à cause des Jeux Olympiques, c'est 2023-2026. Il y a les projets sportifs fédéraux, les PSF, donc que les fédérations doivent remplir, puisque c'est obligatoire. Il y a l'appel à projet national formation à l'encadrement de l'aisance aquatique. Donc là, c'est une synergie entre l'encadrement des jeunes nageurs et les classes bleues. C'est un système de stage où le public vient nager pendant une semaine. Il y a les appels à projets Impact 2024 pour développer des projets innovants, comme on utilise le sport d'outils d'impact social. Donc, c'est des projets un peu transversaux. Et il y a l'appel à projet national Fonds de soutien à la production audiovisuelle. Donc, on le retrouve encore. Donc, c'est pour la retransmission de compétitions sportives majeures des disciplines peu médiatisées, des reportages sportifs ou des programmes courts des disciplines émergents ou peu médiatisés et des reportages qui contribuent à la lutte contre toutes les formes de dérive. Donc, c'est tout ce qui est bizutage, violence sexuelle et autres, et harcèlement. Il y a l'appel à projet national, le Fonds de transformation numérique.
Donc ça, c'est pour aider à la digitalisation, pardon. Et on retrouve les équipements sportifs et le matériel lourd. Oui, c'est vrai que sur ces thématiques-là, on a vraiment une ouverture importante de financement, parce qu'encore une fois, on a trop réduit le club sportif à une compétition. Or, maintenant, on est vraiment là pour justement donner d'autres ouvertures. Et effectivement, on a beaucoup d'éthique qui rentre en ligne de compte. On rappelait de lutter contre toute forme de violence, alors violence sexuelle en particulier, parce que c'est peut-être celles qui sont mises à l'honneur, qu'on découvre maintenant et sur lesquelles, évidemment, on est très, très attaché à ce que ça soit entaché complètement. Et puis, on a aussi tout le côté d'un sport qui est non discriminatoire, c'est-à-dire qu'on accueille tout public, sans exception. Alors, il y a encore une petite difficulté quand on a le voile, vous savez, pour les jeunes femmes. Là. Alors, certaines fédérations les acceptent. Voilà, port du voile, c'est pas encore tout à fait réglé. C'est pas encore uniforme. Voilà, il y a certaines fédérations qui sont encore en attente, mais voilà, on est quand même, on essaye que le sport ne soit pas dans un goulet que le sport pur et dur, mais qu'on ait justement un côté sociétal qui soit accepté et qui soit surtout financé. Donc, on essaye d'avoir quelque chose qui soit beaucoup plus propre et beaucoup plus visible, de manière à ce que quand on met un enfant dans un club, on soit complètement rassuré que les entraîneurs sont évidemment compétents pour apprendre le sport, mais en même temps qu'ils aient toute une éthique et qu'ils soient qu'ils soient vraiment comme sa propre famille, quoi. Parce qu'un parent qui met un enfant dans un club, il lui fait toute confiance aux dirigeants et aux entraîneurs. Donc il faut vraiment qu'on soit irréprochable. Et pour être irréprochable, ils ont mis ils ont mis des stages, des formations, des cartes professionnelles, des contrôles. Des contrôles. Donc, il faut que ces contrôles-là, ils soient réguliers dans nos structures, de manière à ce qu'on puisse être irréprochable. Et encore une fois, c'est aussi grâce aux experts comptables qu'on peut être irréprochable. Et je montre toute l'importance des experts comptables dans nos structures. Absolument, oui. La transparence financière, mais la transparence aussi des comportements à l'intérieur des structures. Absolument, oui. C'est pour ça que je dis c'est une question de financement, parce qu'on a des aides pour être mieux formés, mieux voilà, qu'on soit plus proche, je veux dire. Mais encore une fois, il faut que ça se fasse régulièrement, c'est-à-dire au quotidien. Et le quotidien, ce sont les dirigeants, les entraîneurs, et les adhérents et les experts. La bonne utilisation des fonds. C'est ça. Parce qu'on a des subventions, mais les subventions, il faut qu'elles soient, bien utilisées, de manière à ce que le club soit grandi dans le bon sens du terme. Ouais. Voilà. Et que si une subvention, comme tu le disais, n'était pas utilisée, voir de quelle manière on peut la réutiliser, échanger et justifier pourquoi elle n'a pas été utilisée et l'alternative qu'on a proposée. Donc il y a effectivement un échange, comme tu le disais. C'est ça, c'est pour ça qu'il faut, les experts doivent suivre les subventions qu'on reçoit en disant, vous avez reçu un financement de temps, vous en êtes tout pour la dépense de cette subvention. Or, si on ne suit pas, il y a des subventions qui restent, voilà. Et c'est pour ça qu'encore une fois, il faut à nous pousser un petit peu en disant, je suis là pour contrôler l'utilisation des subventions. Donc, où vous en êtes? Est-ce que vous avez fait? Si on a 3 stages à faire, il faut qu'on les programme au début de l'année. Et c'est en ce sens-là que je trouve que cette matinée est importante, parce qu'encore une fois, on a besoin d'être plus proches les uns des autres pour tous et j'allais dire, pour que la société sportive soit reconnue comme étant quelque chose de plus important que avoir les sportifs de haut niveau, qui sont, à mon avis, le haut de l'iceberg, c'est ce qui est découvert, mais tout en dessous, il y a vraiment un beau travail de société à faire. Oui, tout à fait. Donc, en conclusion, l'expert comptable va pouvoir intervenir sur différentes missions et explorer tout un champ nouveau de demandes en partenariat avec l'association, ce qui va aussi permettre de sécuriser, on l'a un petit peu dit, mais on ne l'a pas formulé, ce qui va aussi pouvoir rassurer et sécuriser les dirigeants, parce que dans le monde actuel, le dirigeant bénévole a beaucoup de responsabilités sur ses épaules. Donc, l'expert comptable peut l'aider à sécuriser, que ce soit le financier, le juridique et les extra-financiers. Oui, puis moi, je reprends le fait qu'on a beaucoup sur les épaules, qu'à l'heure d'aujourd'hui, on s'oriente vers une imitation des mandats, ce qui est très bien d'ailleurs, parce que les gens ils faisaient des mandats pendant des siècles. C'est-à-dire, on peut se faire réélire une fois Alors, en principe, c'est 3 mandats.
3 C'est mandats. 3 mandats. Après, si c'est 3 mandats de 4 ans, donc c'est quand même, quand on a donné déjà 12 ans, 12 ans, c'est pas mal. Mais ce que je veux dire par là, c'est que on a des contraintes qui vont arriver donc pour les dirigeants, parce que déjà, il y a limitation de mandat. Il va y avoir les parités qui vont être obligatoires. Alors, pour les fédérations, c'est à partir de 24, là, donc dans tous les conseils d'administration au niveau fédéral, ce sera homme-femme à égalité. Et au niveau régional, c'est en 28. Pour l'instant, le niveau départemental n'est pas touché. Mais tout ça pour dire qu'on va avoir du mal à trouver peut-être aussi des dirigeants qui accepteront de s'engager pour 4 ans. Alors, on a ça pourrait être l'objet d'un projet, le recrutement de femmes, effectivement. C'est ça, c'est ça. Oui, on est en train justement de les former, mais donner un coup de main pour un week-end, une semaine, même 15 jours pour les Jeux Olympiques. On a plein de monde qui, qui veulent être volontaires, parce que bon, voilà, c'est intéressant, c'est honorifique. Mais voilà, mais quand on est obligatoirement au quotidien avec des responsabilités, parce que quelquefois on est engagé pénalement aussi, hein, donc voilà, c'est pas aussi simple que ça de prendre une responsabilité. Donc beaucoup de gens veulent bien donner un coup de main, mais des dirigeants, ça se trouve plus aussi facilement qu'avant. Et à l'heure d'aujourd'hui, on est bénévole. Quelques présidents de fédération maintenant qui ont dû quitter leur travail parce que voilà, c'était trop prenant, parce qu'il faut faire toute la France, voir les dom-toms. Enfin bon, c'est extrêmement difficile d'être président de fédération. Donc certains maintenant ont demandé à faire voter. Alors ça aussi, c'est à vérifier avec les experts comptables. On fait voter donc un financement mensuel pour ces présidents. Une rémunération. Voilà, c'est ça, une rémunération. Les 3/4 du SMIC, c'est ça? Oh non, on peut déplafonner. On peut déplafonner, d'accord. Oui, on peut déplafonner. Oui, après, c'est voté. C'est ça. Il y a de plus en plus parce que c'est vraiment quelque chose de très prenant et ils ne pouvaient plus travailler. Alors, on n'avait que des retraités. Mais bon, alors, à un moment donné, il faut aussi avoir des actifs parce que les gens sont plus jeunes. Et puis, il faut que ça donne aussi une ouverture. Et puis, il y a beaucoup de formations on en fait de maximum, des formations de jeunes dirigeants. Jeunes dirigeants, dont les moins de 35 ans, on forme alors hommes et femmes, et on a des formations spécifiques pour les femmes. Ça s'appelle, c'est au CNESF que ça se fait, parce que le CNESF, c'est la maison mère. Alors, CNESF, ça veut dire Comité national olympique sportif français. C'est la maison mère des comités régionaux olympiques, dont je suis la présidente par en Île-de-France, et également des comités départementaux olympiques. Donc, tout ça, c'est structuré également en dehors des fédérations. Le CNESF regroupe toutes les fédérations. Les comités régionaux regroupent toutes les ligues et les comités régionaux. Par exemple, en Île-de-France, il y en a 84 qui sont adhérentes au comité régional olympique. Et nous, on est là pour aider à ce qu'ils vivent mieux. En gros, notre rôle, c'est ça, à garder l'idée qu'ils doivent essayer de toujours être meilleurs que l'année d'avant, quoi. Voilà, et puis donc on a les comités départementaux qui donc eux font la même chose avec les comités départementaux de chaque sport, et puis les clubs qui sont les derniers maillons. Voilà. Et tout ça pour dire que les présidents de fédération, donc qui sont rémunérés maintenant, doivent avoir une obédience assez large et essayer d'avoir donc la parité, ce que j'étais en train de vous dire, va être mise en place de manière à ce qu'on puisse encore une fois avoir des gens du 109, et pour ça, on a mis en place le club de 300 dirigeants, deuxième promotion qui a démarré cette semaine-là. Et donc, on a des femmes qui ont du mal à s'engager parce qu'encore une fois, on sait que le sport est très mal. On a vu 38% seulement qui font du sport. C'est pareil pour les dirigeants, on a beaucoup de mal à avoir des femmes parce qu'elles n'ont déjà pas la même manière de gouverner. Non. Donc, il faut marier un peu tout le monde ici. C'est un plus pour le sport d'avoir des femmes. Mais les hommes ne laissent pas toujours leur place. Voilà. C'est pas toujours facile. Mais, on est l'inverse du monde sportif, un homme pour 4 femmes. C'est pour ça que la parité est obligatoire. Mais je pense que ça va quand même changer. Mais entre la parité obligatoire et les jeunes, les gens actifs, c'est aussi... Et la thématique de la parité d'hommes-femmes est diversité, donc tout profil. On va passer aux questions. Est-ce que tu as fini sur les pistes d'avenir? Oui. Et alors, sur les pistes d'avenir, justement, il y a un thème à creuser, c'est les financements européens. Donc là, on avait 2 questions. Donc, pour revenir sur ce que vous disiez tout à l'heure, Dr Alba, les typologies de clubs, compte tenu des disparités de moyens, il serait intéressant de connaître les revenus médians des clubs sportifs. Les revenus médians en fait, des clubs sportifs, c'est ce que j'ai indiqué. C'est-à-dire que les clubs médians, il y a 3 profils et les 80 000, c'est le profil médian en fait, des clubs. Est-ce qu'il y a une question plus pointue là-dessus? Non, je pense que la personne cherchait à savoir réellement en termes de chiffres si vous aviez là... Des choses plus précises. Oui. Les choses les plus précises, en fait, on a des grands
grands chiffres, des grandes masses, et en fait, on n'a pas trop mais je pourrais donner, de toute façon, le dossier, je pourrais donner les références plus exactes, effectivement, de ce dossier qui était paru. Ouais. Une question? Non, juste un élément de réponse. Dans la typologie, on dit que 66% des clubs sont des clubs de proximité de 11 000 euros. Oui. Donc la médiane, elle doit être plus de ce côté-là, en fait, hein, du côté des clubs médians, puisque elle se situe à 50% de. Il faut qu'il y en ait l'ensemble. autant. Voilà. Donc en termes statistiques, on est plus proche des clubs de proximité au niveau de la médiane. C'est 57 000 euros le budget médian. 57 000 euros. 57 000 euros. C'est 57 000 euros. D'accord, ok. C'est ça le budget type. En fait, il y a eu plusieurs chiffres qui étaient donnés. Un premier sur les clubs locaux, 11 000. L'autre sur les clubs intermédiaires, 80 000. Et l'autre, en fait, c'est carrément plus, quelque chose comme ça. Et le club médian, c'était 57 000. Ah oui, oui, c'est budget moyen. Voilà. Okay, parfait. C'est ça. Voilà, Donc, c'était ça c'est la réponse. Voilà, exactement. Donc ensuite, on avait aussi une autre question sur les subventions reçues par une association affiliée à un club professionnel. Peuvent-elles être réparties entre les deux entités? Non. Non, du tout. Non, en fait, c'est vraiment deux mondes différents. Et nous, alors, nous, au niveau de la structuration associative que je représente, on ne touche pas du tout aux professionnels. Hein. C'est vraiment un monde qui est complètement à part. Donc, les clubs professionnels, ils ont leur propre... Et c'était justement à l'initiative de Marie-Georges Buffet, qui était un grand ministre des Sports, qui avait effectivement bien organisé les choses. Oui. Et quand on a des activités professionnelles, on crée une entité à part. Il n'y a pas du tout de mélange entre effectivement les financements pour le sport professionnel du club et la partie amateur. D'accord. Et donc là, j'ai une dernière question. Existe-t-il un ouvrage ou un guide présentant le rôle du trésorier, car il est souvent mal compris auprès des associations? Alors oui, il y a un guide effectivement pour le trésorier, mais comme l'a dit Marie au début de son intervention, on a malheureusement des gens qui prennent ce poste-là parce que voilà, ils veulent bien donner un coup de main et que c'est pas un poste où on a envie d'aller tellement facilement à la trésorerie. Quand on est dirigeant d'un club, on a plus envie d'être dans le concret, dans le sport. La trésorerie, c'est quand même quelque chose qui est particulièrement spécifique et on n'a pas forcément. Alors, on a la chance parfois de tomber sur quelqu'un qui est trésorier, voilà, parce que finalement, il fait plusieurs clubs, parce que comme il n'y en a pas beaucoup, il fait plusieurs clubs de trésorerie. Mais c'est vrai que c'est un monde un petit peu particulier. C'est pour ça qu'encore une fois, il faut qu'on soit bien proche de notre expert comptable quand on a un trésorier qui est un peu juste au niveau de sa compétence et qui ne va pas nous orienter sur des... Parce que c'est ça, on a besoin d'être orienté quand on a des subventions. C'est ça qu'il faut bien qu'on comprenne et que les gens qui m'entendent comprennent ça. C'est qu'on a besoin d'être aidés, soutenus et que le mariage entre le trésorier politique et l'expert comptable doit être fort. Ils doivent se rencontrer très régulièrement de manière à ce que les orientations politiques soient données en fonction des conseils qui sont donnés par ceux qui connaissent bien la trésorerie. Et alors, c'est ce que je disais dans les compétences transversales. Il y a des compétences transversales à tous les trésoriers de n'importe quelle association. Et ça, c'est ce qu'on doit faire, effectivement, qu'on doit élaborer les documents financiers, budget, compte de résultats, etc. Mais il y a des compétences spécifiques qui sont demandées au monde sportif. Et c'est tous les dispositifs dont parlait Mariquet et dont on est au courant. Mais nous, on fait des formations, par exemple, au CROSS, au Comité olympique de la région de France, on fait des formations pour devenir trésorier. Donc, on explique comment, mais il y en a qui viennent parce que, mais on fait des recyclages un peu tous les ans de manière à ce que les gens maintiennent un peu leur... J'ai encore une dernière question et après on va conclure. J'ai quelqu'un qui me demande, j'ai récupéré une association pour financer 2 sportifs en voile. Ils n'ont pas d'adhérents et c'est un problème. Attendez. J'ai récupéré une association pour financer 2 sportifs en voile. Ils n'ont pas d'adhérents et c'est un problème. Non, non, ils vont les financer. C'est la compétition dans ces cas-là. Oui, non, il y a plusieurs critères. Non, c'est pas un problème. C'est pas un problème. Non, c'est pas un problème. Si c'est de la compétition, ce qui importe, c'est effectivement l'objectif qu'on s'est fixé et on monte tout un projet. Et si c'est du sport pour tous, c'est le nombre d'adhérents. Donc, c'est 2 critères différents. Moi, j'ai un fonds que je voulais souligner parce qu'on n'en a pas du tout parlé, c'est le FDVA. Oui. C'est l'ancienne réserve parlementaire qui est maintenant distribuée pour la vie associative et le sport peut y abonder. Fonds de développement du sport. Oui, pour le développement du sport. Et de la vie associative. Fonds de développement de la vie associative. Voilà, c'est ça. Et le sport peut y abonder. Donc, c'est un conseil d'élite du sport. Oui, c'est ça. Ouais. Mais voilà, c'est tous les ans et je pense que c'est intéressant. Alors, le seul truc, c'est qu'il faut avoir 5 000 € minimum
Donc, parfois, pour des petits clubs, ben, C'est intéressant. parce qu'évidemment, on ne donne pas à 100%. Donc, ça veut dire que si on a 5 000 € de subvention, il faut avoir un projet qui soit bien au-dessus. Donc, pour certains petits clubs, c'est compliqué. On n'arrête pas de demander à ce que ça descende un peu, mais bon, ça passe encore pas. Mais ça peut être intéressant quand même pour un certain nombre de clubs, notamment les clubs intermédiaires ou pas les grands clubs. Mais voilà, il faut aussi le dire parce que c'est quelque chose où on a quand même pas mal de financements qui peuvent être un conseil aussi que les experts comptables peuvent donner à leur structure. Adeline? On va conclure, s'il vous plaît. D'accord. Bah donc, en fait, maintenant, la balle est dans le camp, effectivement, du monde associatif. Et on a un très, très bon interlocuteur en Ile-de-France avec Evelyne. Et donc, du coup, la balle est dans le camp du comité association. Je te passe la parole, Karim. Non, mais la conclusion, c'est qu'on va se retrouver très bientôt pour faire le lien auquel Evelyne nous invite. Et donc, on vous tiendra informé des prolongements de ce webinaire. Merci beaucoup, en tout cas, Evelyne, d'avoir accepté. Avec plaisir, c'était un vrai bonheur. Merci beaucoup. Merci. Je vous laisse tout couper et je vais être la dernière à quitter le live si vous